Quand Martin Scorsese a décidé de transformer Las Vegas en une fournaise de néon et de trahison, il n'a pas fait les choses à moitié. Casino, sorti en 1995, reste l'un des films les plus intenses, les plus documentés et les plus fous de toute l'histoire du cinéma criminel. Robert De Niro, en génie du jeu, coincé entre la mafia et ses propres démons. Joe Pesci, en bombe humaine prête à exploser à la moindre syllabe de trop. Sharon Stone, en femme magnifique, qui se consume dans l'or et l'addiction. Et derrière tout ça, une réalité bien plus étrange que n'importe quelle fiction. Abonnez-vous et likez si vous voulez plonger plus loin dans ces histoires qui ont changé le cinéma. Voici 15 faits que vous ignoriez sur Casino et certains vont vous couper le souffle. Numéro 15, la scène la plus insoutenable du film est aussi la plus vraie. Dans un film où les corps s'accumulent et les mariages explosent, une séquence s'imprime dans le cerveau et ne le quitte plus jamais. Nicky Santoro saisit un étau métallique, le referme autour d'un crâne humain et tourne, lentement, jusqu'au bout. Même pour Scorsese, ça ressemble à une ligne franchie, effacée, puis refranchie par principe. Sauf que cette scène n'est pas née d'un scénariste en quête d'effets. Elle rejoue les meurtres dits M et M de 1962, près de Chicago, où le vrai Tony Spilotro et ses hommes travaillèrent un gangster nommé Billy McCarthy pendant 3 jours pour lui arracher un nom. McCarthy tint bon, alors ils lui vissèrent la tête dans un étau et serrèrent jusqu'à ce qu'il craque. Les 2 protagonistes finirent morts de toute façon. Pour le film, une tête prothétique truquée fit le travail pendant que Pesci jouait la scène avec une indifférence glaciale, presque ennuyée, comme si torturer un homme était juste une corvée entre 2 repas. Ce calme-là, c'est ce qui rend la scène impossible à regarder. Et ce n'était même pas la version la plus violente tournée. Scorsese avait délibérément filmé quelque chose de bien pire pour forcer la MPAA à exiger la suppression de ce seul plan, préservant ainsi le reste intact. Il a sacrifié une image pour sauver tout le reste. Et ça a marché. Numéro 14. De Niro n'a pas joué Frank Rosenthal. Il l'a absorbé. Robert De Niro ne s'est pas contenté de lire des dossiers pour construire Ace Rothstein. Il est allé directement à la source. Frank Lefty, Rosenthal lui-même, exilé en Floride, interdit à vie dans chaque casino d'une ville qu'il avait contribué à bâtir. De Niro s'est assis avec lui, a écouté, observé, intégré. La façon de se tenir, les gestes imperceptibles, la manière de parler d'une salle de jeu, comme d'un organisme vivant qu'il faut surveiller et contrôler. Cette tension permanente d'un homme qui gère 12 problèmes simultanément tout en jugeant en silence votre façon de vous garer. Ace n'est pas Nicky, il n'hurle pas, ne frappe pas, il orchestre. Et cette discipline froide, cet orgueil de perfectionniste silencieusement en train de se noyer dans le chaos, tout ça vient du vrai Rosenthal. Un homme qui accordait ses montres à la couleur de ses chemises et considérait l'apparence comme une stratégie à part entière. De Niro n'a pas cherché l'imitation, il a cherché l'essence. Numéro 13. Sharon Stone a dû arracher le rôle de Ginger à Hollywood entier. Imaginez Casino sans Sharon Stone. Impossible, non? Et pourtant, le studio ne voyait pas les choses ainsi. Le rôle de Ginger McKenna circula sur toutes les lèvres de la ville. Madonna, Nicole Kidman, Melanie Griffith, Uma Thurman, toutes furent envisagées. Michelle Pfeiffer déclina. Elle avait déjà joué une femme de mafieux sous emprise dans Scarface, s'était affamée pour le rôle et n'avait aucune envie de revivre ça. Le problème avec Stone était plus brutal. Hollywood l'avait rangée dans la case bombe sexuelle après Basic Instinct. Bonne pour les affiches, pas pour porter 3 heures de descente aux enfers, son propre entourage la poussa à refuser. Trop sombre, trop peu glamour, trop antipathique. Mais Stone voulait ce rôle avec une intensité que rien ne pouvait éteindre. Elle enchaîna les demandes de rencontres. Scorsese annula les 2 premières. Convaincue d'être ignorée, elle botta en touche la 3e fois et alla dîner ailleurs. Alors Scorsese la trouva lui-même et lui parla directement du personnage. Pas une décoration en fourrure, mais une femme qui se noie dans l'argent et la dépendance pendant que Vegas la dévore vivante. Un Golden Globe et une nomination aux Oscars plus tard, plus personne ne se souvient des autres noms. Numéro 12, $1 million s'est évaporé en chemise de soie. Casino n'avait pas un département costume. Il avait une économie textile. La production dépensa environ $1 million en vêtements seuls.
Au milieu des années 90, c'est une fortune qui marchait sur 2 jambes en cravate et boutons de manchette dorés. De Niro change de tenue, si souvent qu'il semble personnellement défier la ville entière. Environ 70 looks au total, dont 52 costumes et vestes sur mesure. À ce rythme, Ace Rothstein est moins un directeur de casino qu'un grand magasin doté d'un tempérament. De Niro et la costumière Rita Rayak firent le voyage jusqu'en Floride pour rencontrer le vrai Rosenthal qui leur ouvrit ses albums photos, leur fit visiter ses placards et leur transmit les coordonnées de ses tailleurs originaux pour que le film reproduise à la couture près ses vestes criantes et ses associations de couleurs délibérément provocantes. Voilà pourquoi Ace s'habille comme si une roulette avait explosé dans un atelier haute couture. Ginger accumule une quarantaine de tenues, impeccables au début, qui s'effilochent progressivement à mesure que Vegas l'use. Les vêtements racontent sa chute sans un mot, et les 2 stars avaient négocié dans leur contrat le droit de garder l'intégralité de leur garde-robe. Ces costumes ont outjoué la moitié du casting. Numéro 11. La moitié des dialogues avaient déjà été enregistrés par le FBI. Certaines scènes de casino sonnent comme une écoute téléphonique capté par erreur en 1978. C'est exactement ce que c'est. Scorsese et Nicolas Pileggi n'ont pas inventé le parler mafieux depuis zéro, le gouvernement fédéral s'était chargé du travail avant eux. Des milliers de pages de transcriptions issues de l'enquête sur les patrons du Midwest qui dirigeaient discrètement les casinos de Vegas. Le FBI avait mis sur écoute un club social et un marché de viande locale, captant des mafieux discuter de détournement avec le ton de cadre moyen, passant en revue des chiffres trimestriels, avec davantage de grossièreté et une menace de mort glissée entre 2 tranches de charcuterie. Les vrais mafieux ne délivrent pas de grands monologues sous des lustres dramatiques. Ils s'interrompent, bafouillent, se disputent pour des histoires d'argent sous des néons blafards. Scorsese a tout gardé, laissant De Niro, Pesci et Frank Vincent improviser par-dessus des répliques nourries de ses vraies écoutes. Tout le monde parle en même temps. Un désaccord anodin peut virer à l'affaire de vie ou de mort. Et Pesci sonne toujours à une syllabe de sortir le couteau. Numéro 10. Le vrai casino tournait encore pendant le tournage. Quand les spectateurs découvrirent Casino en 1995, l'établissement qui avait inspiré presque toute l'histoire était toujours ouvert sur le strip, clignotant de tous ces néons comme si rien ne s'était passé. Le Tangier était fictif, mais tout le monde savait qu'il désignait le Stardust, le vrai casino que Rosenthal avait secrètement dirigé pendant l'ère du détournement. Impossible de tourner à l'intérieur. Aucun casino ne voulait associer sa marque à des histoires de fraude mafieuse et de Pesci transformant des gens en bouillie. Le Tangier fictif servit de couverture légale. L'équipe s'installa au Riviera, qui accepta de céder une partie de son floor entre 1h et 4h du matin. Quelque part en 1995, un touriste à moitié endormi a très probablement croisé De Niro à 2h30 du matin avec une assiette de crevettes tièdes. Le Riviera refusa l'accès à sa vraie salle de comptage, alors l'équipe en construisit une fausse pour les scènes de détournement. Le Stardust réel ferma en 2006, fut démoli en 2007. Aujourd'hui, c'est le Resort World Las Vegas. Scorsese avait filmé ses funérailles avant même qu'elles n'arrivent. Numéro 9. Ils ont à peine changé les noms. La plupart des films inspirés de faits réels amalgament 5 personnes en une et inventent la moitié de l'intrigue. Pas Casino. Ils se sont à peine donné cette peine. Les mêmes casinos, les mêmes crimes, les mêmes corps dans le désert, juste des noms différents. L'Ace de Niro, c'est Frank Lefty Rosenthal, vrai prodige des paris sportifs qui gérait discrètement plusieurs casinos pour l'organisation de Chicago sans licence de jeu. Le Nicky de Pesci, c'est Tony Spilotro, l'homme de main envoyé de Chicago pour surveiller la mise, qui s'émancipa rapidement et créa une équipe de cambrioleurs perçant littéralement les murs pour dévaliser des établissements. La Ginger de Stone s'inspire de Gary McGee, ancienne showgirl, dont la vraie vie suivit exactement la même trajectoire. La dépendance, la liaison avec Spilotro,
l'overdose dans un hôtel de Los Angeles, Pileggi construisit le livre source à partir d'écoutes du FBI, de dossiers judiciaires et d'entretiens avec les protagonistes réels. Alors pourquoi changer les noms ? Parce que Rosenthal voulait apparemment être payé pour l'utilisation du sien. L'homme banni de chaque casino de l'État s'est ainsi fait effacer de son propre film. Numéro 8. James Woods a littéralement supplié d'entrer dans le film. Woods voulait tellement jouer dans Casino qu'il court-circuita tous les intermédiaires d'Hollywood et appela directement le bureau de Scorsese en laissant un message légendaire. N'importe quand, n'importe où, n'importe quel rôle, n'importe quel cachet. Ce dernier élément trahissait tout. Woods ne négociait pas. Il disait à Scorsese de fixer le prix, sans condition, juste pour la chance de travailler sous sa direction une fois. Scorsese le casta presque sur le champ dans le rôle de Lester Diamond, l'ex de Ginger, et migraine ambulante en costume brillant. Lester est peut-être l'homme le plus agaçant de toute l'histoire du film de mafieux. Manipulateur, suffisant, visqueux, le genre à confondre une chaîne en or et un téléphone sans fil avec du charisme. Chaque scène entre Ace et Lester ressemble à un homme de contrôle observant l'ex le plus irritant du monde hanter son mariage, pendant que De Niro calcule silencieusement jusqu'où l'homicide pourrait rester légal. Woods s'est battu pour jouer un parasite. Il l'a incarné à la perfection. Numéro 7. 3 narrateurs, et l'un se fait couper en pleine phrase. La plupart des films respectent une règle simple. Un narrateur, du début à la fin, Casino a brisé cette règle et l'a enterré dans le désert. Scorsese jongle avec la voix off, la passant de l'as de De Niro au Nicky de Pesci, avec le personnage de Frank Vincent qui s'y incruste tardivement comme l'invité le moins désiré d'un livre audio. Au départ, Ace tient les rênes, il détaille les détournements et les pourcentages du jeu avec la précision d'un homme qui range ses médicaments par ordre alphabétique. Puis, Nicky s'impose dans le récit, exactement comme le vrai Spilotro s'imposa dans la ville, et tout commence à partir. Les coupes s'accélèrent, les arrêts sur image s'accumulent, le film s'emballe, Ace veut l'ordre, Nicky veut la terreur. Scorsese laisse leur guerre se jouer à travers celui qui tient le micro. Le coup de génie arrive à la fin, Nicky narre sa propre exécution, et sa voix est tranchée, nette, en pleine phrase. Silence total à l'instant où son emprise sur le récit meurt avec lui. Ni l'un ni l'autre n'est vraiment fiable. Tous deux se racontent comme des rois intouchables pendant que leurs empires s'effondrent. À la fin, même la voix off semble épuisée. Numéro 6. Un défaut de fabrication a sauvé la vie du vrai Ace. Le film montre De Niro être propulsé en l'air par une bombe placée sous son siège. Grand moment hollywoodien. Sauf que ça s'est vraiment passé avec Rosenthal. Et la raison pour laquelle il s'en est sorti est presque trop absurde pour être vrai. En octobre 1982, Rosenthal quitte un steakhouse, monte dans sa Cadillac Eldorado et la démarre. La bombe explose. Il aurait dû être pulvérisé. Mais ce modèle précis souffrait d'un problème d'équilibre connu et General Motors avait boulonné une plaque d'acier sous le siège conducteur pour le corriger. Quand la bombe se déclencha, cette unique pièce de métal dévia l'explosion loin de lui. Il sortit du véhicule en feu avec quelques brûlures seulement. La mafia n'avait pas réussi à le tuer. Une erreur d'ingénierie chez Cadillac avait accompli ce que des années de planification méticuleuse n'avaient pas pu faire. Dans le pur style Vegas, Rosenthal sortit d'une voiture en flammes, dit au badaud que quelqu'un cherchait à l'assassiner et refusa de dire un seul mot à la police. L'auteur de l'attentat ne fut jamais identifié. Numéro 5. Personne ne voulut leur apprendre à tricher. Scorsese ne voulait pas que Casino ressemble à un vrai casino. Il voulait que ce soit un. Il recruta donc vrais croupiers et chefs de table, des gens pour qui chaque geste derrière un tapis vert porte une mémoire musculaire authentique. Ça marchait. Mais quand les producteurs essayèrent de filmer comment les joueurs arnaquèrent la maison, tout s'arrêta net. Ils interrogèrent de vrais tricheurs professionnels, des hommes ayant passé des décennies à plumer discrètement les casinos et reçurent à chaque fois le même haussement d'épaule. Les producteurs dirent que c'était l'un des problèmes les plus difficiles de tout le tournage, pas la violence, pas la reconstitution de l'époque, mais comment tricher au blackjack. Ce qui se comprend parfaitement, un tricheur
vit de ce que le casino ignore son truc. Le montrer dans un film de Scorsese et chaque chef de table du strip le connaît dès le week-end d'ouverture. Il y a donc un petit trou discret au cœur du film de mafieux le plus authentique jamais tourné. Scorsese a tout cloué et le seul secret qui comptait vraiment est reparti dans la poche de ceux qui le détenaient. Numéro 4. Deux meilleurs amis ont passé 20 ans à s'entretuer pour Scorsese. Regardez celui qui tient la batte dans la scène de mort de Nicky dans le champ de maïs. C'est Frank Vincent. Son visage devrait évoquer quelque chose parce que 5 ans plus tôt, c'est Pesci qui lui avait fait exactement la même chose dans Les Affranchis, déclenché par la réplique culte sur la boîte à cirage. Scorsese a simplement inversé les rôles pour Casino. Cette fois, c'est Vincent qui tient la batte et Pesci qui entre dans la terre. Même réalisateur, extrémité opposée de l'appel. Ce qui rend ça encore plus fort, les deux hommes étaient de vrais amis proches depuis les années 60, quand Pesci chantait et que Vincent jouait de la batterie sur les mêmes scènes de club de nuit. Ils tournèrent leur premier film ensemble en 1976 et continuèrent à se retrouver pendant des décennies, souvent pour s'infliger des brutalités mutuelles devant une caméra. Ils ont transformé le fait de se tabasser à l'écran en quelque chose qui ressemble presque à un numéro rodé. Cette scène dans le champ porte une blague intime que seuls eux deux comprenaient vraiment. Pesci se fait rembourser en direct par l'ami qu'il avait enterré dans leur film précédent. Numéro 3. Scorsese fit reculer Vegas de 20 ans en une nuit. Quand les caméras se mirent à tourner au milieu des années 90, le Las Vegas dont Scorsese avait besoin était déjà en train de disparaître. La ville des mafieux se faisait bulldozer pour laisser place à des méga-resorts corporatifs, des volcans artificiels et suffisamment de néons pour aveugler les astronautes. Le défi, faire passer 1995 pour 1975 dans une ville occupée à vendre à ses touristes une fausse pyramide et des buffets à volonté. Sa réponse fut une obsession du détail. L'équipe ensevelit le floor moderne sous des moquettes d'époque, des machines à sous d'origine et des uniformes conformes à l'air jusqu'à faire disparaître la moindre trace du présent. Les scènes de salle de comptage frappent le plus fort parce que Pileggi les construisit sur de vraies recherches concernant le détournement orchestré par l'organisation de Chicago. Des millions qui s'évaporent avant que le fisc ne puisse en voir la couleur, tout le monde calme pendant que la fortune disparaît par la porte de derrière. La moitié d'un casino ressemble à une caméra cachée dans les dernières nuits de Vegas sous domination mafieuse. Numéro 2. Frank Rosenthal lui-même confirma que De Niro l'avait cerné. Rosenthal avait toutes les raisons de nourrir du ressentiment envers Casino. Le film avait transformé sa vie en 3 heures de spirale paranoïaque et de catastrophe conjugale. Alors quelle scène choisit-il de confirmer avec la plus grande précision ? Les muffins. Le perfectionnisme obsessionnel d'Ace à l'écran n'était pas une invention hollywoodienne, c'était le vrai Rosenthal. Dans le film, Ace perd ses nerfs parce que la cuisine a réparti les myrtilles de manière inégale dans les muffins et exige que chaque unité soit identique. On pourrait croire à un trait inventé par Scorsese, une métaphore du perfectionniste qui craque pour des futilités. Sauf que Rosenthal confirma que c'était réel. Cet homme contrôlait effectivement les myrtilles de ses muffins. Sa règle, 10 myrtilles minimum par muffin. C'est précisément ça qui fait fonctionner l'Ace de De Niro. Pas un gangster qui gueule, mais un perfectionniste qui se fissure silencieusement au milieu des criminels. Un homme qui peut encaisser que Pesci démolisse une main à coups de marteau, mais qui ne peut absolument pas tolérer un muffin non conforme. Numéro 1. Le film a établi un record de grossièreté proprement insensé. 3 heures dans Casino et le mot en F a cessé d'être un juron pour devenir de la ponctuation. L'épopée Vegas de Scorsese figura pendant des années parmi les films grand public les plus grossiers jamais sortis, avec environ 422 occurrences de ce mot, soit 2,37 par minute. Quiconque tomba sur Casino, sur une chaîne câblée classique à la fin des années 90, entendit disparaître la moitié du film derrière un bouton censeur littéralement maltraité. Et rien de tout ça ne sonnait comme de la posture de dur à cuire de cinéma. C'était impulsif, constant. La manière dont les vrais mafieux parlaient, des hommes avec 2 réglages seulement, agacés ou furieux,
parfois les deux simultanément. Cette performance battait le propre record de Scorsese des Affranchis, qui en comptait déjà environ 300. Il regarda ce chiffre et décida que la seule direction possible était de rendre tout le monde encore moins stable. Mais la vraie chute, retirer un seul membre du casting et le compteur s'effondre, car Pesci assume à lui seul une part colossale de ce torrent verbal. Une fraction massive du film le plus grossier de son époque n'est que le fait d'un seul homme furieux en beau costume, qui refuse d'utiliser un mot propre, là où un mot sale fera amplement l'affaire. Voilà les 15 faits les plus fous sur Casino. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si l'un de ces détails vous a soufflé ou fait voir ce film autrement, alors likez, partagez avec quelqu'un qui mérite de le savoir. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains plongeons dans le cinéma qui a marqué l'histoire. On a encore des dizaines de films à décortiquer et certains cachent des vérités bien plus étranges que celle-ci. À très vite.